Oui, merci. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être à nouveau ici à Montréal, que comme Stéphane Scheck sait, c'est une de mes villes préférées. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut étudier la diversité de nos génomes, nos différences génétiques, les différences qu'il y a dans notre ADN, et comment on peut s'en servir de cette diversité, de ces différences, pour mieux comprendre l'histoire des humains. Donc, dès qu'on regarde cette photo, on peut se poser déjà beaucoup de questions sur nos différences physiques. Pourquoi il y a des gens qui sont plus grands, plus petits? Pourquoi il y a des gens, pourquoi la pigmentation de la peau est différente entre nous? Pourquoi on peut avoir plus tendance à certaines maladies? Pourquoi pas tout le monde développe un Covid sévère, par exemple? Vous savez que du début de la pandémie, les trois grands facteurs de risque pour développer un Covid-19 sévère, c'est être un homme, être âgé et être en surpoids. Mais évidemment, pas tous les hommes âgés et en surpoids meurent du Covid, heureusement. Donc pourquoi? Certains oui, certains non. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et aussi, on va voir comment on peut utiliser toute cette diversité, c'est-à-dire le mot-clé d'aujourd'hui, c'est diversité. Comment on peut utiliser cette diversité génétique qu'il y a entre nous pour comprendre les origines des humains, les migrations humaines, le métissage qu'il y a eu entre les différentes populations humaines et comme on va le voir aussi, comment Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, s'est aussi métissé avec d'autres formes humaines qui sont aujourd'hui disparues, comme l'homme de Néandertal. On peut adresser ces questions de qui sommes-nous, l'histoire des humains, avec la génétique de population. Et c'est quoi la génétique de population? La génétique de population n'est pas autre chose que la réunion de deux disciplines qui ont été fondées à la fin du XIXe siècle. D'une part, l'évolution par Charles Darwin, qui, comme vous savez, a proposé la théorie de l'évolution par sélection naturelle, c'est-à-dire ceux qui sont plus aptes à survivre dans un environnement donné vont plus se reproduire et en tout cas vont plus transmettre ces gènes que ceux qui sont moins adaptés. Même si Charles Darwin n'avait pas la notion de gène ni de génétique. Mais il suspectait déjà qu'il y avait une transmission. En même temps, sans se connaître, il y avait Gregor Mendel, c'était un moine, c'est lui qui a fondé les principes de la génétique, c'est-à-dire de l'hérédité. Il s'est amusé à croiser des petits pois et il voyait comment, si vous prenez des petits pois plus jaunes et plus oranges, comment seront les générations suivantes. Et il a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Mendel, que sont les lois de l'hérédité de la génétique. Mais ça, c'était fin 19e siècle. Dans environ 120 ans après, où on en est aujourd'hui. Donc, on est presque à 20, c'est presque 20 ans, un peu plus de 20 ans après aujourd'hui, du séquençage du génome humain. En 2001, le génome humain, c'est-à-dire tout l'ADN qu'il y a dans notre chromosome, a été séquencé pour la première fois. Et ça a renseigné beaucoup la communauté scientifique sur comment il est composé, sa longueur. On sait par exemple que c'est environ 3 milliards de bases, le génome humain. Ces 3 milliards de bases, un peu plus d'ailleurs, ça a coûté environ 3 milliards de dollars il y a 20 ans. Aujourd'hui, séquencer un génome humain coûte environ 400-500 dollars plus ou moins, pas plus. Mais le séquençage du génome humain, en aucun cas, donc il y a 20 ans, nous a renseigné sur ce qui nous intéresse, que c'est la diversité. Il n'y a pas un génome humain, il y a des génomes humains. Et c'est pour ça qu'il y a eu différents consortiums après, que leur but était de découvrir la diversité génétique qu'il y a entre nous,
en séquençant des génomes de différents individus et de différentes populations. Donc 20 ans après toutes ces études, qu'est-ce qu'on en sait? On sait que si on prend une personne au hasard dans cette salle, quelles que soient nos origines ethniques ou géographiques, et on compare son génome au génome dit de référence, il y a un génome, il y a au moins, chacun de nous porte au moins 10 000 mutations qui changent la protéine, c'est-à-dire la séquence des acides aminés, c'est-à-dire la protéine résultant du gène. Chacun de nous peut avoir jusqu'à 400 mutations qui inactivent des gènes, c'est-à-dire qui font que certains gènes sont inactifs, ce qui pose des questions sur la redondance de certains gènes dans notre génome. Chacun de nous a entre 50 et 100 mutations qui ont déjà été associées à une maladie génétique. J'insiste, chacun de nous naît avec entre 50 et 100 mutations qui ont été associées à une maladie génétique. Alors vous allez vous demander, et pourquoi on est 100 la plupart de nous? Parce que ce sont des mutations qu'on a à l'état hétérozygote, c'est-à-dire on a juste une, on l'a hérité que du père ou de la mère. Et pour développer la maladie, il faut avoir les deux mutations associées à la maladie. Et enfin, dépendant de l'histoire démographique de la population, il peut y avoir différentes proportions de mutations qu'on appelle délétères dans les populations humaines. C'est-à-dire, il y a des populations qui ont subi des effets démographiques particuliers, d'isolement, ou ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, c'est que la population, à un moment de son histoire, pour une raison X ou Y, cette population s'est réduite en taille, ou une population qu'on appelle qui a subi un effet fondateur, d'ailleurs, comme la population du Québec. Donc, vous savez que ces populations-là, les Islandais, les Sardes, les Finlandais, les Québécois, pour différentes raisons, sont des populations qui peuvent avoir certaines mutations associées à certaines maladies à plus haute fréquence, à des fréquences plus élevées que d'autres populations dites plus classiques, que sont en expansion démographique depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on en sait alors sur les niveaux de diversité de notre espèce par rapport à nos cousins les plus proches, donc les autres primates non humains? On sait, comme vous pouvez voir ici, qu'on est une espèce très peu diverse, malgré tout, par rapport à d'autres espèces. Comme vous voyez, tout ça sont les chimpanzés. Donc vous voyez que, et les chimpanzés pourtant, ils vivent dans une zone, dans une région géographique très restreinte, en Afrique centrale, tandis que les humains, on est partout dans la planète. Donc comment on explique que même si les humains, on est partout, malgré tout, il y a très peu de diversité génétique. Simplement parce que ça montre qu'on est une espèce très récente. Les humains, en tant que tels, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, nous sommes les seuls représentants de l'espèce du genre Homo. Il y a eu un moment de notre histoire, on va voir par la suite, qu'on était plusieurs représentants, mais Homo sapiens, nous, on est une espèce très, très jeune, très récente, qu'on est apparue il y a que entre 200 et 300 000 ans. Donc, si on a dit que notre génome fait 3 milliards de bases, donc 3 milliards de lettres, G, A, T, C, et les combinaisons de ces lettres font des gènes, et chaque gène, vous savez, a une fonction particulière. Un gène code pour une protéine, et cette protéine fait qu'on a une pigmentation de la peau plus foncée. Après, il y a 100 gènes différents qui, ensemble, participent à qu'on soit plus grand ou plus petit. Donc, mais si on prend 2 personnes au hasard dans cette salle, encore une fois, quelles que soient nos origines ethniques ou géographiques, et on compare leur génome, il y a très peu de différence. Juste 0,1% de leur génome sera différent. Mais 0,1%
de 3 milliards de bases, quand même, il nous reste 3 millions de différences en moyenne. Et c'est grâce à ça que je peux travailler. Sinon, en génétique de population, on ne pourrait rien faire. On a besoin de cette variabilité. On sait que la plupart de ces différences n'ont pas, la plupart de ces mutations n'ont pas un effet sur le phénotype. C'est-à-dire, la plupart de ces mutations ne changent pas la protéine et n'ont pas un effet fonctionnel. C'est ce qu'on appelle en génétique de population des mutations neutres. Et l'étude de la diversité de ces populations entre les différentes populations nous aide à mieux comprendre les origines des humains, les migrations humaines, et on le verra par la suite. Mais une partie de ces mutations vont avoir un effet fonctionnel. Ils vont par exemple changer qualitativement une protéine. Et une partie de ces mutations, alors ici en rouge, peuvent expliquer nos différences physiques tout simplement, donc des phénotypes dits bénins, plus grands, plus petits, différentes pigmentations de la peau. Une partie de ces mutations explique aussi nos différentes adaptations au climat, au froid, à l'altitude, des populations qui vivent à des milliers de mètres en-dessus de la mer, donc au Tibet, aux Andes, et qui sont dans des situations d'adaptation extrêmes. Par exemple, à plus de 3000 mètres d'altitude, il y a 40% de moins d'oxygène. Donc ces populations, on sait aujourd'hui que se sont adaptées génétiquement à vivre en hypoxie, c'est-à-dire manque d'oxygène ou peu d'oxygène. Pas manque d'oxygène, peu d'oxygène. Une partie de ces mutations explique aussi nos différentes façons de digérer certains aliments. Le lait est le cas le plus emblématique. On sait aujourd'hui que l'état, on va dire, naturel des humains, c'est après la période de sevrage, donc d'allaitement et sevrage, l'enzyme qu'il y a dans notre corps qui permet de métaboliser le lait, donc le lactose, a besoin d'être cassé en 2 sucres dans notre corps pour être métabolisé. Donc l'enzyme qui permet de métaboliser le lactose chute dans notre corps. Donc notre état naturel est être intolérant au lactose. Or, dans les populations d'origine européenne, entre 40 et 90% de la population, dépendant de la région en Europe, plus vous allez vers le nord, plus ils ont une mutation qui permet de continuer à digérer le lait à l'âge adulte. En France, environ 40% des individus sont tolérants au lactose. En Finlande, c'est 90% des individus sont tolérants au lactose. Après, il n'y a pas que de la génétique, on peut en discuter. Après, on peut s'adapter culturellement aussi. Vous pouvez, d'une façon artificielle, métaboliser le lait en fermentant le lait. Les yaourts, par exemple, le lactose est déjà cassé. Et donc métabolisable, même si vous êtes intolérant au lactose. Une partie de cette diversité génétique dans nos génomes explique pourquoi on ne répond pas tous de la même façon aux traitements thérapeutiques, aux antibiotiques, par exemple. Et là, on rentre dans une discipline complètement différente que c'est la pharmacogénétique, c'est-à-dire comment, dépendant de notre diversité génétique, on va répondre plus ou moins bien à certains médicaments, on va répondre bien, mais on va développer des effets secondaires. On en parlera un peu à la fin de ça. Et enfin, une des choses qui nous intéresse le plus, en tout cas dans mon laboratoire à l'Institut Pasteur, est comment la diversité génétique qu'il y a chez nous tous peut nous rendre différents face aux infections, face aux maladies infectieuses. Prenons l'exemple de la tuberculose, par exemple. On sait aujourd'hui que juste 10% des individus infectés par le bacille de la tuberculose développent la maladie. Certes, il y a d'autres facteurs, encore une fois le sexe, l'âge, certaines comorbidités, mais même, imaginez ici qu'on était par exemple tous des femmes, tous du même âge, et
on jette la tuberculose ici et on s'infecte tous. Pourquoi il y aura juste 10% d'entre nous qu'on va développer la maladie? Et c'est là qu'on fait appel à la diversité génétique. Certaines mutations rendent les gens plus résistants que d'autres à la tuberculose, au paludisme, c'est une des maladies les plus étudiées, et on connaît très bien certains gènes qui protègent plus, c'est jamais du noir ou blanc, hein, ça protège plus certains individus à développer le paludisme, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de l'histoire de notre espèce? Comme je vous disais, on sait qu'on s'est originé il y a environ 200 000 à 300 000 ans en Afrique. On sait beaucoup moins où en Afrique. On sait que l'homme aurait quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans pour peupler le reste du monde, comme vous pouvez voir avec ces flèches ici. On sait que très rapidement, l'homme, à peine sort de l'Afrique, arrive au sud-est asiatique et en Australie. L'homme arrive en Australie déjà il y a environ 50 000 ans. Il y a environ 20 000 ans, des groupes de gens traversent le détroit de Bering à travers la Sibérie pour peupler les Amériques. Et la colonisation, le peuplement de l'Amérique a été très rapide, du nord au sud. Mais il y a certains endroits de la planète qui ont été peuplés très récemment, comme par exemple le Pacifique Sud et ce qu'on appelle l'Océanie lointaine, que c'est en particulier la Polynésie. La Polynésie a été peuplée entre il y a 700 ans et 2000 ans. N'oublions pas que ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle polynésien, que c'est tout ce qu'il y a, au nord c'est Hawaï, au sud-ouest c'est la Nouvelle-Zélande, et au sud-est c'est l'île de Pâques. Tout ce qu'il y a dedans c'est la Polynésie. Et ces trois extrêmes du triangle, ils ont été peuplés il y a 700-800 ans. Donc c'est quand même incroyable qu'il y a les humains sont arrivés dans le triangle polynésien il n'y a que 700 ans. Pendant ces voyages, notre espèce, les hommes modernes ou Homo sapiens, a rencontré d'autres formes humaines, comme je vous disais, aujourd'hui disparues, comme l'homme de Néandertal en Europe et en Asie de l'Ouest, et l'homme de Denisova, un cousin de Néandertal qui vivait en Asie de l'Est, et j'y reviendrai dans quelques slides. Il y a déjà très longtemps, quand j'étais en Italie, on avait montré sur la base de l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, c'est une partie de notre génome très particulière parce qu'elle est héritée, à différence du reste de nos chromosomes, que comme vous savez, nos chromosomes, on les a hérités la moitié du père et l'autre moitié de la mère. Et ça fait de chacun de nous ce qu'on est, moitié-moitié. Sauf pour l'ADN mitochondrial, que notre ADN mitochondrial, c'est une petite molécule circulaire qui est dans les mitochondries, et les mitochondries servent en gros à faire de l'énergie pour les cellules. Et les mitochondries, ils ont leur propre génome. Et l'ADN mitochondrial, on l'a hérité que de nos mères. C'est-à-dire, moi, j'ai l'ADN mitochondrial de ma mère, et donc de ma grand-mère maternelle, et donc de mon arrière-grand-mère maternelle, etc. Donc l'étude de l'ADN mitochondrial nous permet de retracer beaucoup plus directement nos ancêtres maternels, de même que si on étudie le chromosome Y, c'est la seule partie de notre génome que, par définition, on l'a hérité que de notre père si on est un homme. Donc, sur la base de l'ADN mitochondrial, on avait montré que l'homme aurait quitté l'Afrique en partant de l'Afrique de l'Est. Il y aurait sorti la première sortie d'Afrique qui a eu du succès démographique, c'est-à-dire qui a donné lieu aux populations de l'Eurasie, aurait parti de l'Afrique de l'Est, il y aurait suivi une route côtière. Mais l'étude de la génétique
peut aussi nous renseigner sur ce qu'on appelle la structuration des populations. Par exemple, cette étude que vous pouvez voir ici, c'est une étude où ils avaient étudié environ 3000 individus de différents endroits de l'Europe. Chaque point, c'est un individu. Et plus deux individus sont éloignés, ça veut dire que plus ils sont différents génétiquement. Donc vous prenez 3000 individus de différents endroits d'Europe et vous faites ce type de graphique, qui s'appelle une analyse en composant principal, où deux points sont plus proches, ça veut dire que ces deux individus, leurs génomes sont proches, plus sont lointains, ça veut dire que leurs génomes sont plus différents. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la forme presque de ce qui ressort ressemble suspicieusement, simplement, la carte géographique de l'Europe. Vous voyez ici l'Europe du Nord, les îles britanniques, la France, la péninsule ibérique, l'Italie. Donc, ça soutient ce qu'on appelle l'isolement par la distance, c'est-à-dire en génétique de population, plus deux individus sont proches géographiquement, historiquement, et évidemment, si on enlève les migrations récentes, plus seront proches génétiquement. Plus deux individus sont loin géographiquement, plus seront loin génétiquement. Vous pouvez voir qu'il y a certains individus qui ne sont pas où il faudrait, entre guillemets. Vous voyez voir ici qu'il y a certains Italiens qui, au lieu d'être ici, se dirigent vers l'Afrique du Nord, ou certains, maintenant je ne peux pas lire, mais vous pouvez voir qu'il y a des individus qui ne sont pas, entre guillemets, où il faudrait. Ça montre simplement le métissage et les migrations plus modernes. Mais même à un niveau beaucoup plus restreint, un pays si petit comme la Suisse, vous pouvez voir qu'il peut y avoir aussi une structuration génétique dépendant de la langue. Vous pouvez voir ici la Suisse francophone, des individus francophones par rapport en rouge à des individus germanophones, et voir ici des individus qui parlent italien, donc les trois langues qui sont parlées en Suisse. Ça, encore une fois, ça on peut en parler si vous voulez pendant la discussion, montre que historiquement, et c'est là que c'est très intéressant de l'étudier dans l'espèce humaine, comment la culture peut aussi influencer, façonner la diversité génétique des populations. Historiquement, on a eu la tendance à se mélanger avec des gens qui parlaient notre langue, évidemment, pendant l'histoire. Et donc, ça a créé certaines barrières génétiques qui correspondent à certaines barrières linguistiques aussi. Encore un exemple de comment la culture influence la distribution de la diversité génétique. Une des choses qu'on a beaucoup étudiées ces dernières années aussi, c'est comment le passage d'être chasseur-cueilleur nomade à être agriculteur sédentaire a façonné, a altéré, a influencé la diversité génétique des populations humaines. Ce passage, c'est-à-dire le passage d'être des chasseurs-cueilleurs à être agriculteurs, ça a été probablement la transition de mode de vie la plus importante dans l'histoire des humains. Ça a commencé il y a environ 10 000 ans, dans différents endroits du monde, comme vous pouvez voir ici, séparément, et ça a complètement changé l'histoire démographique des humains. Ce n'est pas la même chose de voir survivre de ce que vous chassez ou les récoltes que vous faites des choses sauvages que apprendre à produire la nourriture et à faire l'agriculture et l'élevage des animaux. Donc, comme vous pouvez imaginer, il y a eu beaucoup plus de nourriture disponible et donc ça changeait l'histoire de notre espèce. On a voulu comprendre comment cette transition de mode de vie a pu affecter notre diversité génétique et pour ça, on a beaucoup travaillé en Afrique centrale. Et pourquoi en Afrique centrale? Parce que l'Afrique centrale héberge le groupe le plus important au monde de chasseurs-cueilleurs toujours actifs, les dites chasseurs-cueilleurs de la forêt, dites parfois aussi pygmées, qui sont localisés ici.
Alors, quelle est l'histoire de l'Afrique par rapport à l'agriculture? L'agriculture démarre en Afrique dans cette partie-là, qui correspond à ce que serait aujourd'hui entre le Nigeria et le Cameroun. Il y a environ 4000 ans. Et ces peuples, qui étaient évidemment à la base des chasseurs-cueilleurs, développent l'agriculture et se déplacent à travers l'Afrique avec les langues bantoues. Donc les expansions bantoues, quand on parle des expansions bantoues, on parle des expansions, des vraies migrations humaines qui se sont déplacées et ils ont transmis l'agriculture aux autres populations de chasseurs-cueilleurs. Mais en Afrique, il reste certaines poches qui ont survécu, on va dire, aux expansions bantoues et qui sont toujours des chasseurs-cueilleurs, comme les pygmées d'Afrique centrale, des peuples de l'Afrique de l'Est comme les Hadza et les Sandaoué, ou les populations Khoisan de l'Afrique du Sud. Donc, on a voulu étudier l'histoire des chasseurs-cueilleurs de la forêt et l'histoire des agriculteurs bantous. Et pour cela, on a séquencé les génomes de différentes populations de pygmées de l'Est et de l'Ouest et des populations voisines d'agriculteurs. Évidemment, je passe les détails techniques, mais ce qu'on a pu voir, c'est que les ancêtres de ceux que sont aujourd'hui les chasseurs-cueilleurs ont commencé à diverger des ancêtres de ceux que sont aujourd'hui les agriculteurs. Ici, on a mis les Européens comme contrôle, on va dire. Il y a au moins 100 000 ans. Ce qui fait de cette divergence de population, de cette séparation de population, la deuxième séparation de population la plus ancienne de l'histoire de l'homme. La première étant la séparation entre les Khoisan, donc les chasseurs-cueilleurs de l'Afrique du Sud, et le reste des populations humaines. Mais pendant ces migrations humaines, les humains ont dû s'adapter à différents environnements. Comme l'homme quitte d'Afrique, il a dû s'adapter aux différents climats de l'hémisphère nord. Ils ont dû s'adapter aussi à différentes ressources nutritionnelles et ils ont dû s'adapter aussi aux différents pathogènes qu'ils ont rencontrés. Et ça, c'est la base, quand je dis « ils ont dû s'adapter », c'est la base de l'adaptation biologique au milieu, l'adaptation génétique au milieu. Et pour le comprendre, comment ça marche, on peut repartir en Afrique, quand nos ancêtres étaient tous en Afrique, il y a environ 60 000 ans. Donc, la plupart des mutations, on voit ici des petits humains, et la plupart des mutations sont bleues, ça veut dire que ce sont des mutations neutres. Okay? Mais imaginons qu'il y a chez un humain, apparaît une mutation rouge, et cette mutation, disons, qui protège, c'est un exemple inventé, hein, protège contre le paludisme. Ce n'est pas vraiment inventé, même, il y en a beaucoup d'autres. Que cette mutation rouge protège contre le paludisme. Donc l'homme sort d'Afrique, cette mutation est héritée par les populations qui sortent d'Afrique. Évidemment, il en manque, il manque les Asiatiques et d'autres, parce qu'il y a des gens qui me demandent « mais pourquoi tu n'as pas mis les Asiatiques ?» Simplement parce que je n'ai pas la place ici. Mais on peut en ajouter beaucoup d'autres de populations. Mais là, il y a une différence d'environnement. Imaginons qu'il y a du paludisme en Afrique et pas en Europe. La même chose, on peut le faire à l'inverse. Donc, on arrive jusqu'à aujourd'hui, dans la sélection naturelle. Je simplifie l'histoire beaucoup, hein, mais la sélection naturelle peut faire que cette mutation va augmenter en fréquence dans la population africaine parce qu'elle protège contre le paludisme, tandis que cette mutation va rester en Europe à des fréquences faibles, voire disparaître. Alors, pour cette mutation en particulier, les différences entre Africains d'aujourd'hui et Européens d'aujourd'hui est très forte. Vous voyez, bon, ça c'est exagéré. Je l'ai fait exprès. Il faut mettre quelques petits hommes bleus ici et un ou deux rouges là. Mais ça sont des situations extrêmement rares. Mais c'est exactement ces situations extrêmement rares qu'on cherche parfois en génétique de population parce que ça va nous renseigner sur des gènes et des fonctions qui ont participé à l'adaptation des humains aux différents environnements.
qu'ils ont habité. C'est pour cela que la communauté scientifique, depuis une bonne dizaine, quinzaine d'années, il y a plein d'exemples qu'on a montrés de l'adaptation génétique des différentes populations aux différents environnements qu'ils ont peuplés. Parce que l'homme, les humains, c'est une espèce extrêmement cosmopolite. Il a pu s'adapter au grand froid du Nord, par exemple des Inuits. Les humains se sont adaptés, par exemple, à la digestion du lait, comme on en parlait. Les humains ont perdu leur pigmentation dans l'hémisphère nord grâce à la sélection naturelle, parce qu'on avait besoin de perdre la pigmentation de la peau pour, dans des situations où il n'y a pas beaucoup de soleil, pouvoir synthétiser la vitamine D. Les humains se sont adaptés à vivre avec peu d'oxygène au Tibet, dans les montagnes de l'Éthiopie et aux Andes, par exemple, en Amérique du Sud. Les humains se sont adaptés, par exemple, à métaboliser les acides gras, comme par exemple les populations qui habitent en Groenland, et beaucoup d'autres exemples. Il y a quelques années, on s'est posé la question, nous, de, OK, ces situations que je vous disais, extrêmement rares, des mutations qui sont très différentes entre populations, et j'insiste, ce sont des choses très rares. Si vous comparez les différentes populations humaines, dans l'ensemble de leur génome, il y a très peu de différences génétiques. Mais en génétique de population, on va chercher les différences, parce que c'est ça qui va nous renseigner sur l'adaptation des populations. Et ce qu'on a montré, il y a déjà quelques années, c'est que ces situations existent, et principalement, ces types de mutations très différents entre populations sont soit des mutations qui changent la protéine, ce qui fait du sens, soit des mutations qui changent la quantité de gènes qui est exprimée. Mais la question importante après, c'est où sont localisées ces mutations, très rares, que sont différentes entre populations. Et là, on a montré que ces mutations sont impliquées, par exemple, dans des traits morphologiques, comme par exemple la pigmentation de la peau. Là, c'était un bon contrôle qu'on était en train de trouver ce qu'il faut trouver, parce qu'il ne faut pas faire la génétique pour savoir que ce sont des traits qui sont variables entre les populations humaines. Des gènes qui sont impliqués dans le syndrome métabolique, obésité, diabète et hypertension, et aussi dans des gènes, que c'est ce qui nous intéresse le plus, qui sont impliqués dans la réponse immunitaire contre les pathogènes. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que les maladies infectieuses ont été probablement le facteur de mortalité le plus important pendant l'histoire de l'humanité. Comme vous pouvez voir dans cette courbe de survie ici, à la fin du 19e siècle, en jaune, vous pouvez voir ici que juste 38% de la population en Angleterre arrivait à l'âge de 40 ans. Donc, juste avant l'arrivée des premiers antibiotiques, des premiers vaccins, d'une hygiène améliorée, que 38% de la population en Europe arrivait à l'âge de 40 ans. En l'année 2000, au Royaume-Uni, 98% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Malgré tout, des pays qui n'ont pas le même accès que nous aux conditions aux antibiotiques et aux vaccins, le Mozambique, la même année que le Royaume-Uni, c'est l'année 2000, qu'environ 50% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Donc, tout ça pour vous dire que les maladies infectieuses ont été une cause de mortalité extrêmement importante pendant l'histoire de l'humanité. Qui dit mortalité, évidemment, dit sélection naturelle, parce qu'il y a des individus qui, évidemment, ont survécu, sinon on ne serait pas là. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas autre chose que les descendants de ceux qui ont survécu. Les grandes épidémies du passé, la peste, la grippe espagnole, le choléra, la tuberculose. Même si on regarde à droite, là, ça c'est la famille de Louis Pasteur. Louis Pasteur, le découvreur
de la théorie microbienne. C'était une chose qui nous paraît tellement évidente aujourd'hui, que c'est les maladies infectieuses sont causées par des microbes. C'est lui qui l'a démontré. Mais chez sa famille, 3 de ses filles, en vert ici, sont décédées de ce qu'on appelait la fièvre à l'époque. Rétrospectivement, c'est clair qu'elles sont mortes d'une maladie infectieuse. Mais la question se pose pourquoi, si tout le foyer était exposé au même environnement, pourquoi il y a 3 filles qui sont mortes et pas les autres 2? C'est quoi la différence? Et c'est ça qu'on étudie en génétique humaine de l'infection. Dans quelle mesure notre diversité génétique participe à nos différentes susceptibilités à développer les maladies infectieuses. Pendant ces 15 dernières années, on a étudié comment l'évolution des gènes de l'immunité. Et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce on sait faire en génétique de population est savoir si un gène est très conservé aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un gène que quand il y a des mutations au passé qui apparaissent, ces mutations-là sont toujours éliminées de la population. Ce sont des gènes qui ne peuvent pas se permettre de changer. Et c'est pour ça que ce sont des gènes qui sont extrêmement conservés. Et ça distingue ces gènes-là d'autres gènes qui évoluent par sélection positive, que c'est par exemple des gènes qu'au passé, il y a une mutation verte ici qui apparaît, et cette mutation est avantageuse, donc cette mutation va augmenter en fréquence dans la population. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça exactement. Ça nous a beaucoup renseigné sur quels sont les gènes qui sont essentiels dans notre survie contre les pathogènes par rapport à d'autres gènes qui sont plus redondants. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler de métissage, de comment le métissage a été un facilitateur pour l'adaptation des humains au milieu. Donc, on sait que quand on a quitté l'Afrique, je vous disais au début, très vite, les humains ont rencontré une autre population, une autre forme d'humains, que c'était les Néandertals. Et on sait aujourd'hui que probablement, ils se sont déjà très vite métissés avec les Néandertaliens à peine les humains quittent d'Afrique. Pourquoi on sait ça? Parce qu'aujourd'hui, on sait, grâce au séquençage du génome de plusieurs Néandertaliens, vous savez qu'on peut extraire des fossiles aujourd'hui l'ADN. On peut extraire des restes fossiles, l'ADN et le séquencer. C'est extrêmement difficile, mais ça se fait. Le dernier, par exemple, exploit, ça a été séquencer le génome du mammouth, des mammouths qui avaient 1 million d'années. Donc ça, c'est à partir des restes fossiles. Donc, à partir des restes fossiles des Néandertaliens, aujourd'hui, dans la communauté scientifique, on dispose de 4 ou 5 génomes néandertaliens. Et on sait aujourd'hui que tous les humains ici, tous ceux qui sont d'origine non africaine, nous tous portons dans notre génome environ 2% de notre génome est d'origine néandertalienne. Ce qui montre qu'à peine les humains ont quitté l'Afrique, très vite, probablement quelque part au Moyen-Orient, il y a eu un métissage avec les Néandertaliens, et c'est pour ça que tout le monde hors d'Afrique, à peu près, on a la même quantité de néandertalitude, si je peux dire, dans nos génomes. Mais ça ne finit pas là, parce que les humains, à fur et à mesure qu'ils migrent vers l'Asie, là, ils vont rencontrer une autre forme humaine, qu'aujourd'hui a aussi disparu, que c'est les Denisoviens. Et alors, aujourd'hui, on sait que les gens d'origine d'Asie de l'Est, mais surtout d'Asie du Sud-Est et du début du Pacifique, ce qu'on appelle l'Océanie proche, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Solomon, etc., peut porter entre 2 et 3% de leur génome qui est d'origine dénisovien. Donc, par exemple, dans cette région-là, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la question que nous on s'est posée il y a quelques années, c'est si les humains ont quitté l'Afrique il y a 60 000 ans, on va prendre l'exemple de l'Europe et on va se dire les humains n'étaient pas adaptés
à l'environnement européen, ni aux pathogènes européens. Donc, est-ce que ce métissage qu'il y a eu avec les Néandertaliens a conféré une meilleure adaptation aux humains? Parce que le raisonnement est lequel? Les humains n'étaient pas adaptés à l'Europe. Mais les Néandertaliens, ça faisait au moins 300 000 ans qu'habitaient en Eurasie. Donc eux, par définition, étaient adaptés. Donc, est-ce qu'en se métissant avec une population là, qu'elle est adaptée, on va pouvoir emprunter des mutations avantageuses qui vont nous permettre de mieux résister, par exemple, aux nouveaux pathogènes qu'on va rencontrer? Et pour cela, ce qu'on a fait, c'était, on a étudié, on a pris tous les gènes dans notre génome qui sont impliqués dans la réponse immunitaire, environ 1500 gènes, et on a quantifié si ces gènes dans les génomes de nous sont plus enrichis en origine néandertalien que le reste du génome. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient plus enrichis, sauf s'ils sont enrichis, ça veut dire que grâce au métissage avec l'homme de Néandertal, les premiers humains qui arrivent d'Afrique, ils ont acquis des mutations avantageuses dans les gènes de l'immunité, et ça leur a permis de mieux s'adapter au nouveau environnement qu'ils ont rencontré. Et la réponse est oui. Aussi bien les Européens que les Asiatiques, ils ont un enrichissement en origine néandertalien dans les gènes de l'immunité. Ici, vous avez un exemple. Ces 3 gènes que sont des récepteurs. Vous savez, quand on est infecté, il y a des récepteurs qui arrivent dans nos cellules, et ces récepteurs vont reconnaître que quelque chose d'étranger est rentré dans notre corps. Et ça va déclencher la réponse immunitaire. Ça s'appelle la réponse immunitaire innée. C'est la première ligne de contact entre notre corps et les pathogènes. Donc, ces 3 gènes-là, TLR1, 6 et 10, codent pour des récepteurs. Ici, chaque ligne, c'est un génome, on va dire. Ici, il y a environ 100 Européens. En rouge, c'est juste pour que vous voyez la localisation des gènes. Si la ligne est blanche, pointillée, ça veut dire que cet humain, ça peut être un de nous, en tout cas ceux d'origine européenne, toutes les mutations qu'il a sont d'origine sapiens. Mais s'il y a une ligne bleue, ça veut dire que les mutations sont d'origine néandertalien. Donc vous pouvez voir qu'environ 35% des Européens, on a cette région de notre génome complètement couverte par un haplotype. C'est quoi un haplotype? Ce n'est pas autre chose qu'une combinaison de mutations d'origine néandertalien. Ce qui montre que ce métissage avec les néandertaliens a été avantageux pour les premiers Européens. On a aussi montré que les mutations dans notre génome qui sont associées à les réponses antivirales sont particulièrement enrichies en origine néandertalienne. Ce qui soutient le fait que le métissage entre les hommes, les humains et les néandertaliens a été particulièrement avantageux pour survivre surtout les nouveaux virus que les humains ont rencontrés quand ils sont arrivés en Europe. Et justement, dans l'époque de la pandémie, ça a été montré qu'une combinaison de mutations qui est présente dans environ 30% des individus hors d'Afrique, que vous pouvez voir ici en rouge, cette combinaison de mutations est d'origine néandertalienne. Et ce 30% d'entre nous qui portons ces mutations d'origine néandertalienne à niveau de ces gènes-là, qui d'ailleurs sont impliqués dans les réponses antivirales, sont plus protégés, c'est-à-dire ces mutations-là réduisent d'environ 22% le risque de développer un Covid sévère. Donc à nouveau, un cadeau de ce métissage avec l'homme de Néandertal, parce que ça augmente notre résistance par rapport au Covid sévère. En revanche, pas tout ce qui a été historiquement avantageux le continue à être aujourd'hui. Nous tous continuons à évoluer. L'environnement change aussi, le mode de vie change, des nouvelles maladies apparaissent.
Et d'ailleurs, toujours en parlant de Néandertal, une autre combinaison de mutations qui est aussi d'origine néandertalienne, qui est présente dans environ 16% des individus d'origine européenne, mais que ça arrive jusqu'à 50% des individus du sud de l'Asie. Les individus qui ont ces mutations néandertaliennes, ils ont un risque augmenté de 60% de développer des formes sévères de Covid-19. Donc ça, c'est entre guillemets un cadeau empoisonné parce qu'on l'a hérité de Néandertal, a été évidemment avantageux pendant très longtemps, sinon ça aurait été purgé, comme on dit, de la population, ça aurait disparu par sélection naturelle, mais aujourd'hui, augmente le risque des formes sévères de Covid-19. Ces dernières années, on s'est beaucoup intéressé au Pacifique Sud, parce que, comme je vous disais, le Pacifique Sud est intéressant parce que pas seulement ils ont le 2% qu'on a nous tous hors d'Afrique d'origine néandertalienne dans notre génome, mais en plus, ils ont cette 1, 2, on ne sait pas très bien, de plus, % de plus, qu'ils ont hérité du métissage avec l'homme de Denisova en Asie. Donc, pour mieux comprendre ça, on a séquencé environ 300 génomes de différentes populations du Pacifique, donc de Taïwan, des Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Solomon, l'archipel du Bismarck, l'archipel du Vanuatu, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, comme on s'y attendait, la plupart des populations montrent le même pourcentage dans leur génome d'origine néandertalienne, environ 2,5%. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que l'héritage dénisovien dans les populations du Pacifique varie de presque 0% dans certaines populations de Taïwan et des Philippines à 3,2% dans d'autres populations des Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée et certaines îles des îles Vanuatu. Mais la question, c'est alors, quel est l'impact de cet héritage néandertalien ou dénisovien sur ces populations-là? Ce sont des populations d'aujourd'hui. Et ce qu'on a vu, c'est que tandis que cet héritage néandertalien altère, est impliqué dans la diversité des phénotypes chez les humains d'aujourd'hui, si différents comme l'immunité, le développement neuronal, le métabolisme ou des phénotypes dermatologiques ou de pigmentation de la peau, l'héritage dénisovien est presque exclusivement associé à la réponse immunitaire innée. Ce qui plus généralement suggère que, comme l'homme a quitté l'Afrique, très vite il se métisse avec l'homme de Néandertal, de qui il hérite tout un set de mutations qui lui permet de s'adapter à différents environnements. Mais fur et à mesure les humains vont vers l'Asie de l'Est, ils vont se remétisser, et d'ailleurs plusieurs fois, avec l'homme de Denisova, de qui ils vont hériter des mutations qui leur ont permis de mieux résister aux pathogènes locaux. Mais quand on parle de métissage, il ne faut pas aller parfois si loin, il y a 40 000 ans, quand on s'est métissé avec d'autres formes humaines aujourd'hui disparues. On peut se métisser simplement aujourd'hui. N'oublions pas que nous tous, à différents niveaux, on est métissés. À différentes échelles de temps, entre différents composants génétiques, il y a même des continents entiers. Si vous prenez le continent américain d'ailleurs, si vous prenez en gros du Mexique vers le sud, la plupart des populations, pour donner un simple exemple, sont métissées. Donc une question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le métissage simplement entre populations humaines peut être aussi adaptatif, peut être un échange de mutations avantageuses? Et ce qu'on a montré, c'est que la réponse est oui. Par exemple, dans le cadre de l'Afrique, on a montré que, comme je vous parlais avant des expansions bantoues, les bantous, ils se sont déplacés dans toute l'Afrique subsaharienne dans les dernières 4000 ans et ils ont rencontré des populations locales de chasseurs-cueilleurs, comme je vous disais.
Donc on a montré qu'effectivement ce sont métissés. Ça c'est un graphique de métissage. C'est simplement ça montre. Prenons l'exemple ici. Ici il doit y avoir environ 1000 personnes et on voit que tous les Bantous de l'Ouest, leur génome est principalement rouge, on va dire. C'est une façon d'étudier la diversité génétique. Mais on peut voir qu'ils ont du vert aussi. Et le vert vient d'où? On cherche, ah tiens, ça vient d'ici. Qui sont ces individus-là? Sont les pygmées. Ça montre que les Bantous de l'Ouest, quand ils se sont déplacés, et ils se sont métissés avec des populations de chasseurs-cueilleurs de la forêt. Mais ça, on le savait déjà, mais ce qu'on a montré, c'est que ce métissage a été avantageux parce que les peuples bantous, en se métissant avec les populations de pygmées que eux étaient adaptés depuis longtemps à la forêt tropicale, par exemple, ils ont acquis des mutations dans le système HLA ou dans ce gène qui s'appelle CD36 qui leur ont permis de mieux résister les nouveaux pathogènes qu'ils ont rencontrés. Mais comme je vous disais avant, l'évolution n'est pas quelque chose de statique. On continue à évoluer et l'environnement change. Donc ici, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce graphique, mais ce qu'on a montré différents laboratoires, c'est qu'on a vu que certaines mutations, toutes les mutations que vous voyez à partir de cette ligne ici vers le haut, sont des mutations qui sont sélectionnées positivement dans les populations humaines. Ça veut dire quoi? Ce sont des mutations avantageuses. Donc là, on a dit, OK, si ces mutations-là, parce qu'en génétique de population, on peut savoir si une mutation est avantageuse ou pas. Donc on est allé voir la fonction de ces mutations. Et évidemment, on s'attendait que ce sont des mutations qui protègent contre les maladies. Et ce qu'on a trouvé, d'ailleurs au début on pensait que c'était une erreur, c'est que ces mutations, pas seulement ils ne se protègent pas contre les maladies, mais ils augmentent le risque des maladies. Donc comment c'est possible que des mutations avantageuses dans la population augmentent le risque de développer une maladie? C'est complètement contre-intuitif. La réponse, on l'a trouvée quand on regarde quelles sont les maladies. Et là, on voit que ça arrive que dans les cas des maladies auto-immunes, inflammatoires, allergiques. Et quand on a creusé, ça on l'a montré nous et plein d'autres laboratoires, on a vu que des mutations que pendant toute notre histoire, ils ont été sélectionnés positivement parce qu'elles nous protégeaient contre les maladies infectieuses. Des mutations qui font qu'on a un système immunitaire très combatif. Quand vous allégez la présence infectieuse, ces mêmes mutations sont... En gros, il faut qu'ils s'occupent de quelqu'un, ils commencent à s'occuper de nous-mêmes. Et donc, sont à la base, et ça, il y a des études épidémiologiques extrêmement élégantes qui montrent, en Europe par exemple, que la chute des maladies infectieuses en Europe coïncide parfaitement avec l'augmentation des maladies auto-immunes, inflammatoires et allergiques. Je vous disais au début que on peut extraire l'ADN ancien et on peut étudier les Néandertaliens, les Denisoviens, les mammouths, les chevaux, plein de choses. Mais nous, on a essayé, grâce à l'ADN ancien, de reconstruire l'histoire d'une épidémie comme la tuberculose. La tuberculose, comme vous savez, continue à être une des 3 maladies les plus meurtrières du monde, avec HIV et le paludisme. Et même si dans l'hémisphère nord, on se porte mieux aujourd'hui, comme vous pouvez voir, sauf en Groenland, que ça continue à être un problème, la tuberculose est considérée comme la maladie la plus meurtrière de l'histoire de l'Europe. Jusqu'à il y a quelques années, on ne connaissait pas très bien les bases génétiques de la susceptibilité à la tuberculose. Mais c'est l'équipe de Jean-Laurent Casanova, à l'université de Rockefeller, qui ont identifié la première mutation fréquente dans la population, entre 2 et 4% des individus d'origine européenne. Ils ont cette mutation. Et cette mutation augmente le risque de développer des formes graves, des formes cliniques de tuberculose.
Vous allez dire, 2-4%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est des millions de personnes. Et donc, nous, on a dit, OK, comme cette mutation est associée à un risque accru de développer la tuberculose, étudions l'histoire de cette mutation à travers le temps. Et on a regardé dans environ 1000 génomes anciens des Européens qui ont vécu entre il y a 10 000 ans et aujourd'hui. Donc, ce sont une base de données publiques qui vient du laboratoire de David Reich à Boston, et ils ont des génomes des humains qui ont vécu il y a 10 000 ans, il y a 7 000 ans, dans différentes époques de l'histoire de l'Europe. Et là, on a cherché cette mutation de risque pour la tuberculose. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que la tuberculose, cette mutation apparaît pour la première fois il y a environ 9 000 ans, qu'elle est augmentée en fréquence pour arriver jusqu'à 10% à la fin de l'âge de bronze, et qu'à partir de l'âge de bronze, elle diminue en fréquence drastiquement pour jusqu'aux 2-3% d'aujourd'hui. Donc en génétique de population, on peut savoir pourquoi cette mutation augmente en fréquence ou diminue en fréquence. Et ce qu'on a montré, c'est que cette mutation, c'est que dans les dernières 2000 ans qu'elle a été sujette à la sélection négative. C'est-à-dire, cette chute en fréquence est due à que la sélection négative a commencé à agir en ce moment-là, ce qui soutient l'hypothèse que la tuberculose a été une maladie, un fléau particulièrement important dans l'histoire des Européens dans les dernières 2 millénaires. Pour finir, les dernières minutes que j'ai, je voudrais dire, et qu'est-ce qu'on en fait avec tout ça? C'est-à-dire, on a appris, grâce à la génétique, mais aussi à la paléontologie, à l'anthropologie, que nous venons tous d'Afrique, qu'on est sorti d'Afrique il y a 60 000 ans, qu'on s'est métissé avec les Néandertaliens et les Denisoviens, qu'on a continué à se métisser entre nous. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça aujourd'hui? Donc, c'est pour ça que nous, on essaye de comprendre aussi pourquoi il y a des différences entre nous au niveau de notre réponse immunitaire. Pourquoi certains d'entre nous, on a une réponse immunitaire naturellement plus forte? Peut-être ça nous protège plus contre les infections, mais ça nous met plus à risque de développer des maladies auto-immunes. Et pourquoi certains d'entre nous, on a une réponse immunitaire plus faible? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est ce qu'on mange? Est-ce que c'est notre microbiote, c'est-à-dire tous ces millions de bactéries qui vivent sur notre peau, dans notre corps, dans notre estomac par exemple? Est-ce que c'est la génétique? Donc pour comprendre, parce qu'évidemment on n'est pas qu'une boîte à gènes, donc pour comprendre quels sont les facteurs qui participent à notre diversité de la réponse immunitaire, on a commencé un projet déjà il y a une dizaine d'années qui s'appelle Milieu intérieur. Ça vient du physiologiste Claude Bernard. Et là, on a recruté 1000 personnes à Rennes, en Bretagne. Et ces 1000 personnes sont stratifiées par âge et par sexe. De 20 ans jusqu'à 70 ans, moitié hommes, moitié femmes. C'est un groupe de 20, 30, 30, 40, jusqu'à comme ça, moitié hommes, moitié femmes. Pour chaque personne, on a fait la génétique, on a mesuré leur système immunitaire et surtout, on a un questionnaire de mode de vie, de nutrition, de passé vaccinal, de passé infectieux, très détaillé pour mieux comprendre quels sont les facteurs qui participent à nos différences, à notre diversité en termes de réponse immunitaire. Donc, je vais partager juste avec vous 2 exemples. Ici, la question qu'on s'est posée, c'est dans notre sang, il y a différents types de cellules immunitaires, chacun avec des fonctions différentes. Donc déjà, pourquoi certains d'entre nous, on a plus de cellules T, les autres plus de cellules B, les autres plus de monocytes? Pourquoi la proportion des différentes cellules immunitaires dans notre sang varie d'un individu à l'autre? Donc là, on se dit, est-ce que c'est le microbiome, est-ce que c'est la nutrition, est-ce que c'est la génétique, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le sexe? Il y en avait 140 variables qui pouvaient expliquer nos différences
en termes de cellules immunitaires dans notre sang. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il n'y en a que 5 qui ont un véritable impact. Et c'est notre génétique, vous pouvez voir ici, notre génétique, donc notre diversité génétique va influencer les proportions de cellules immunitaires dans notre sang. Le fait d'être ou pas être infecté d'une façon chronique par un virus qui s'appelle le cytomégalovirus. Environ 30% des Européens ils sont séropositifs pour le cytomégalovirus, ce n'est pas grave du tout, on ne le sait même pas qu'on l'est. Notre âge, plus on agit, plus on vieillit, plus notre système immunitaire sera altéré. Il y a toute une littérature sur ça, sur la immunosénescence. Le tabagisme a une forte influence sur les proportions de notre cellule immunitaire et le fait d'être un homme, une femme. De même, on s'est posé la question de quels sont les facteurs qui influencent les différences dans notre microbiote. Tous ces millions de petites bêtes qui vivent en nous ne sont pas les mêmes dans chacun de nous. C'est quoi? Évidemment, on a trouvé que l'âge et le sexe sont les principaux facteurs qui influencent la diversité de notre microbiote et aussi, évidemment, la nutrition, ce qui fait beaucoup de sens. Donc, je vais finir en remerciant les vrais acteurs de toute la recherche que je vous ai montrée aujourd'hui, en tout cas d'une partie de la recherche que je vous ai montrée aujourd'hui, que sont les gens de mon laboratoire, nos collaborateurs, les agents de financement. Mais je voudrais finir en vous présentant ce tableau de Gauguin, qui d'ailleurs s'appelle « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous ?» Et ce tableau, vous savez que Gauguin était très attiré par la diversité. Et ici, le d'où venons-nous est symbolisé par un groupe de femmes avec un nouveau-né. Le que sommes-nous est symbolisé par la relation entre des jeunes adultes avec la nature. Et le où allons-nous est symbolisé avec la vieillesse et l'au-delà. Donc aujourd'hui, j'espère que je vous ai convaincu qu'on peut répondre, en tout cas partiellement, à ces questions, aussi avec la génétique. Donc d'où venons-nous? Évidemment, on sait aujourd'hui qu'on vient d'Afrique. Que sommes-nous? On peut en discuter plus, mais je pense que si on veut simplifier le que sommes-nous, on est simplement des métis. Et où allons-nous? Ça, évidemment, on ne peut pas y répondre. Où allons-nous? Mais j'espère qu'on va sur une société plus inclusive de la diversité. La différence, ce n'est pas grave. C'est bien qu'on soit différent, parce que sans différence, sans diversité, on ne peut pas évoluer. On peut pas, il n'y a pas de substrat sur lequel aller plus loin. Et donc, j'espère que je vous ai montré aussi que la génétique de population, le seul mérite de la génétique de population est de savoir disséquer l'expérience la plus naturelle qu'elle existe, que c'est celle de la nature. Je vous disais, on n'est pas autre chose que les descendants de ceux qui ont survécu. Et en génétique de population, on sait disséquer ça. Et d'ailleurs, Pasteur le disait d'une façon avec beaucoup d'humour, parce qu'il disait « Le meilleur médecin est la nature. Elle guérit les 3/4 des maladies et elle ne dit jamais de mal de ses confrères. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on vous propose une période de questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever. Il y a 2 micros de chaque côté de la salle. Est-ce que j'ai besoin de ma question brise-glace? Non, je pense qu'on va avoir un candidat tout de suite. On vous écoute, monsieur. Merci pour cette passionnante exposé. Moi, j'aurais juste une question. Où allons-nous? Est-ce qu'on peut penser, avec l'histoire antérieure de notre évolution d'ADN, qu'il y aura toujours une adaptation qui va se faire dans le futur, ou on peut penser que cette adaptation-là, un jour, elle ne se fera plus? Non, on continue à évoluer. Ça ne s'arrête jamais. Certes, l'évolution peut être altérée
par exemple, par l'usage, par la médecine moderne. La sélection naturelle n'est pas brutale aujourd'hui, mort ou pas mort, comme ça a été pendant 95% de notre histoire d'ailleurs. Mais l'évolution continue. L'évolution continue sur d'autres choses, par exemple sur la reproduction. Tandis que pendant la plupart de notre histoire, la sélection et l'évolution s'est fait par rapport à la mortalité, et n'oublions pas que ça continue à agir comme ça dans beaucoup d'endroits du monde. Mais dans des pays qu'on a accès à la médecine moderne, la sélection peut-être agit sur d'autres choses comme la reproduction. Vous savez que surtout en Europe du Nord, il y a des énormissimes problèmes de fertilité de couple, par exemple. La qualité, la quantité du sperme en Europe du Nord diminue depuis 40 ans d'une façon spectaculaire. Il y a beaucoup d'études, par exemple, au Danemark, que c'est un des pays où il y a plus de problèmes de fertilité, que ça a été relié aussi aux perturbateurs endocriniens, etc. Donc oui, la réponse est oui, on continue à évoluer de différentes façons. Pour faire suite à cette question, est-ce qu'on pourrait modéliser, comme vous avez modélisé le passé, est-ce qu'on pourrait modéliser l'évolution future en se basant par exemple sur des critères comme l'accélération de la mondialisation, les échanges sont beaucoup plus nombreux que tout ce que vous nous avez montré? On pourrait, mais il faudrait s'inventer les a priori qu'on a, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer, ni environnementalement parlant, ni on ne peut pas prédire. La réponse est oui, mais je ne sais pas. Je ne suis pas modélisateur. Est-ce que la génétique des populations a joué un rôle dans le suivi de la COVID ces 2 dernières années? Est-ce que vous avez été consulté ou Oui, par exemple, j'ai présenté des travaux, ce ne sont pas à nous, ces travaux sont d'un groupe allemand sur la relation entre le pourcentage de Néandertal et par rapport au Covid. Nous, on a un projet sur ça, on essaye de comprendre comment déjà les différentes grandes populations humaines, Afrique, Europe, Asie, répondent différemment au Covid. Est-ce que déjà il y a des différences de réponse immunitaire? Est-ce que, par exemple, il y a une hypothèse qui dirait que les Asiatiques de l'Est sont plus adaptés au coronavirus? Ça fait plus longtemps qu'ils sont exposés à des épidémies de coronavirus. Certains, ils ne se sont même pas rendus compte, parce qu'il y a des coronavirus qui sont complètement asymptomatiques, mais il y a des études qui montrent qu'il paraît que ça fait au moins 25 000 ans qu'ils sont exposés au coronavirus, ce qui pourrait en partie expliquer pourquoi dans certains pays de l'Asie de l'Est, il y a une mortalité beaucoup plus faible que dans d'autres endroits du monde par rapport au nombre de cas. Et nous, on est en train d'essayer de comprendre quelles sont les différences en termes de réponse immunitaire et s'il y a des bases génétiques de ces différences. est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Oui, j'ai une question, c'est un peu pointu. Par rapport à votre étude sur la tuberculose, vous avez montré que la fréquence diminue dans les 2000 dernières années, mais qu'est-ce qui explique l'augmentation de la fréquence avant cette période? Oui. Ça, c'est une question que souvent les gens me posent. La réponse la plus comment dire, plausible, c'est la dérive génétique. Ça veut dire quoi le hasard? Ça veut dire quoi que probablement la tuberculose, on sait aujourd'hui que le bacille de la tuberculose actuelle serait apparu il y a environ 6 000 ans. Très peu. Il y a 10 ans, on pensait que c'était 60 000 ans. Et il y a des nouvelles études, et ça a été confirmé, qu'il n'y a pas plus de 6 000 à 7 000 ans. Donc, probablement, la tuberculose n'était pas une maladie très fréquente en Europe avant, et c'est pour ça que cette mutation était simplement tolérée. Donc, elle a augmenté par hasard, la dérive génétique, et c'est quand la tuberculose commence à être un vrai fléau que cette mutation commence à diminuer. Ça, c'est l'hypothèse la plus plausible. Après, la même mutation qui est associée, cette mutation dont je parle, qui est associée à un risque accru de développer la tuberculose, elle protège contre certaines maladies auto-immunes comme l'arthrite rhumatoïde.
mais ça, je ne pense pas que l'arthrite rhumatoïde a été très sélectionnée. Parce que c'est grave, mais tu n'en meurs pas de ça. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir si le début de la vaccination joué dans l'évolution de l'ADN par rapport à l'adaptation naturelle qui s'est faite tout le temps avant la vaccination? Est-ce qu'on peut conclure à quelque chose ou pas du tout? Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on peut... Donc, j'essaie de répéter pour voir si j'ai compris. En gros, est-ce que la vaccination change la façon dont les humains s'adaptent à l'environnement? Ça serait ça la question? Exactement. Il faut... bon, là, j'ai 2 réponses. Une réponse, c'est, pour le savoir, voyons-nous dans 3-4 000 ans, montons un groupe de génétique de population et voyons comment la vaccination a altéré l'évolution de certains gènes de l'immunité. Certes, la médecine moderne altère le cours de la sélection naturelle. Après, est-ce qu'on préfère ça ou juste 38% d'entre nous mourir avant l'âge de 40 ans? Moi, personnellement, je préfère me vacciner et ne pas mourir avant les 40 ans. Que c'est ce qui est arrivé en Europe au début du siècle, avant les vaccins. Et je ne travaille pas sur les vaccins. Donc, I disclose any conflict of interest. Attendez, je pense que le micro est pas... Allez-y. Dans l'étude que vous faites actuellement, vous avez noté une différence d'immunité par rapport au sexe. Est-ce que c'est tenant compte de l'âge ou tenant compte du pathogène? Oui. Oui. Ce n'est pas quelque chose déjà... C'est-à-dire, on essaye de comprendre pourquoi... oui, il y a une différence entre les sexes et aussi l'âge affecte les 2 sexes. On sait aussi qu'en général, les hommes sont plus susceptibles aux maladies infectieuses que les femmes. En général, le Covid est un très bon exemple d'ailleurs, mais les femmes sont plus susceptibles à certaines maladies inflammatoires et auto-immunes que les hommes. Il y a beaucoup d'études sur ça et l'idée, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi de ça. Et voilà. Madame? Bonjour, je vous remercie beaucoup. Moi, je suis venue ici par intérêt, mais avec un peu un souhait. J'ai étudié en anthropologie et je trouve que l'anthropologie n'est pas une science qui se fait beaucoup entendre. Pourtant, elle a beaucoup à apporter, comme vous le démontrez. Et là, je voudrais faire référence à un autre virus qui est extrêmement dévastateur et qui est celui de la haine. Donc, on a beaucoup de la haine raciale, ethnique, religieuse. Et on le sait en ce moment avec la montée du suprémacisme blanc et toutes ces idéologies-là. Et on a peu d'écho de l'apport scientifique que vous nous donnez aujourd'hui. Et mon souhait, c'est de lancer un appel, je ne sais pas si c'est à l'université, au Cœur des sciences, mais qu'on fasse écho à votre conférence dans les opinions des médias pour prendre part, d'avoir justement un apport de la science à ce virus-là qui nous détruit autant que la tuberculose et ceux dont vous avez parlé. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation absolument fascinante. Moi, ma question va être brève. Est-ce que les scientifiques de la génétique ont fait des recherches ou ont des idées sur les populations qui affirment être du mauvais sexe ou être dans le mauvais corps? Donc, on parle de transsexualité et aussi de non-binarité. Est-ce qu'il y a... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Des recherches sur des populations et à partir de là, je n'ai pas compris. Des populations qui affirment, il y a de plus en plus d'humains qui affirment être dans le mauvais corps, des hommes qui affirment qu'ils sont dans le mauvais corps et qui souhaitent être des femmes. Dans le mauvais corps, le corps, body.
OK. The wrong body. Alors, on parle de la population qui se dit transsexuelle ou non-binaire. Est-ce que vous comprenez ma question? Non. Vous voulez savoir si la génétique des populations s'intéresse au sujet de genre, de changement de genre ou de perception? De changement de sexe et Ouais. Et d'identité, Non, mais non, d'identité c'est une sexuelle. d'identité sexuelle, si on peut C'est une dire. question très intéressante. Je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. À ma connaissance, non. La génétique des populations. La génétique humaine, oui. Mais là, c'est quand même une question très délicate, hein, parce que il faut surtout demander aux personnes concernées s'ils ont envie de savoir. Et c'est eux qui sont les propriétaires de ces idées. Donc, je parle de ça parce qu'il y avait eu une étude par l'université je pense que c'était Harvard ou quelque part, sur l'orientation sexuelle. Et après, ça peut être mal interprété. Ça veut dire quoi l'orientation sexuelle aussi? C'était relativement mal fait l'étude parce que la seule question était est-ce que vous avez. Il l'avait présenté comme une étude sur l'homosexualité, et tandis que le phénotype, ce qui demandait aux gens, c'était juste est-ce que vous avez eu dans votre vie quelquefois une relation avec quelqu'un de même sexe que vous? Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, tout ça, je sais que vous ne parlez pas de ça, mais je me permets de parler d'autre chose. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, quand on traite ce genre de sujet, il faut parler avec la communauté qui est impliquée dans ça, et c'est eux qui doivent être impliqués du début dans le type de questions posées. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous pouvez y aller, madame. Merci infiniment. Depuis 20 ans, on parle beaucoup d'épigénétique. Et également, récemment, à l'Académie canadienne des sciences de la santé, qui regroupe donc des chercheurs, les généticiens ont beaucoup parlé du rôle de l'environnement, tout en s'intéressant de façon prédominante, bien sûr, à la génétique. Et je me demandais là-dessus, comment vous vous situez par rapport à vos travaux et tout ça? C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Et oui, je n'avais pas le temps d'en parler aujourd'hui. On s'intéresse aussi à l'épigénétique. Bon, pour ceux dans la salle qui ne sont pas familiers avec l'épigénétique, c'est tout ce qui va changer, en gros, la fonction de nos gènes sans changer la séquence de l'ADN. Donc, c'est une autre façon le génome va rester intact. Il n'y aura pas de mutation, mais il y a ce qu'on appelle la méthylation ou d'autres choses qui vont s'entourer autour des gènes, ils vont changer la fonction, mais à niveau génétique, vous ne voyez rien, parce que c'est la même génétique. Donc oui, on a par exemple essayé de comprendre, nous, comment le mode de vie des populations, chasseurs-cueilleurs par rapport à l'agriculteur, urbains, par rapport aux des gens qui habitent dans des zones rurales, comment ça affecte notre épigénome. Et ça, on a travaillé en Afrique centrale. Et maintenant aussi, on travaille simplement, ces mêmes études que je vous ai montrées, milieu intérieur, sur les 1000 individus, hommes, femmes, différents âges, différents modes de vie. Là, comme c'est très mesuré pour chaque individu, c'est quoi sa génétique, c'est quoi son mode de vie. On est en train d'étudier quels sont les facteurs qui influencent le plus la variabilité d'un type d'épigénétique, c'est la méthylation de l'ADN. Et on voit par exemple, évidemment, l'âge, c'est un des facteurs principaux. Vous savez, avec notre génétique, on ne peut pas savoir l'âge de l'individu. Mais avec notre épigénétique, on peut savoir l'âge de l'individu avec une marge d'erreur de 2 ans. C'est fou quand même. Hein? On a notre âge biologique, c'est-à-dire, je suis né en 1970, donc j'ai 52 ans. Mais mon âge épigénétique, si j'extrais mon sang, je fais une analyse épigénétique,
en théorie, devait être entre 48 et 55, on va dire. Sauf dans certains cas, ou dans certains tissus du corps, notamment ce qui est relié au cancer, que là, vous voyez que votre âge épigénétique n'est pas la même que votre âge génétique, que votre âge biologique. Il y a une accélération de votre âge. Donc, il y a toute une littérature sur ça, extrêmement intéressant, beaucoup plus compliqué à comprendre que la génétique, par contre. Ouais. Merci beaucoup. On va prendre les 3 dernières questions, peut-être, monsieur? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre conférence, j'ai appris beaucoup de choses. Je voulais savoir, parce que d'un point de vue technique, vous êtes probablement une des personnes que je vais rencontrer dans les prochaines semaines la mieux apte à répondre à cette question, mais... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement, bien s'il sûr. vous plaît? Qu'en est-il de... j'ai vu passer un peu certains papiers ces dernières années, je pense que c'est une question qui n'est pas récente, sur la transmission de l'ADN mitochondrial par le père. Je voulais juste savoir si c'était plutôt de l'artefact ou du cas particulier, et si tel était le cas, est-ce que c'est une composante qu'il faudra prendre en considération dans les... Ça, il y avait un moment que je suivais beaucoup cette littérature. Ça, je dois dire que j'en suis resté, malheureusement, que la contribution de l'ADN mitochondrial du père, si elle existe, est minime. Vous savez, quand il y a, pour les gens qui ne savent pas, quand il y a la fécondation de l'ovule de l'espermatozoïde, là, les deux génomes se mélangent. Mais l'ADN mitochondrial du père, qui vient avec le spermatozoïde, est jeté dehors par la queue de l'espermatozoïde. Donc c'est pour ça qu'on a... donc pour répondre à votre question, à ma connaissance, mais là vraiment, je n'ai pas suivi vraiment s'il y a eu des développements dans ces dernières années, mais je pense que ça reste quand même un ADN qui est hérité que par la voie maternelle. Monsieur? Oui, bonjour. Merci pour la conférence. Moi, je me posais une question sur la direction que prend la diversité de notre génome à travers les populations humaines, à travers le temps, si ça allait en s'accentuant ou en se réduisant. Et est-ce que le métissage, c'est un facteur de réduction de la diversité génétique? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'environnement qui, lui, va rester autant varié géographiquement à travers le temps? Je ne suis pas, comment ça s'appelle, quelqu'un qui devine. Donc, je ne peux pas vous dire vers où on va, évidemment. Ce qui est clair, c'est qu'on se métisse beaucoup plus. Ce qui est clair, c'est que le métissage réduit les différences génétiques entre populations. Augmente la diversité génétique au sein de la population. Prenons la population, je caricaturise énormément, une population X du Brésil. Le Brésil, par exemple, c'est un pays qui presque récapitule la diversité génétique du monde. Parce qu'il y a la partie native américaine, donc asiatique d'origine, parce que les natifs américains viennent d'Asie. La partie européenne et la partie africaine. Donc, au sein de la population, le métissage augmente la diversité génétique et lisse les différences entre populations. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Alors, une dernière question pour conclure cette soirée. Ça fait pas encore très longtemps que les Européens sont arrivés en Amérique, mais il y a des échanges de gènes qui se font depuis quand même quelques années. Je me demandais si c'était étudié. Est-ce qu'on voit déjà des effets bénéfiques au niveau d'un paquet d'affaires, mais vous travaillez sur les maladies infectieuses, autant pour les populations qui étaient déjà sur place que celles qui sont arrivées? C'est une très bonne question. Et il y a une étude au Canada, d'ailleurs, qui a montré dans la région du, si je me rappelle bien, du Prince Rupert, c'est possible, en Colombie-Britannique, ils avaient étudié une population avant l'arrivée des Européens, à travers l'ADN des os qu'ils ont pu extraire d'une population des Premières Nations, et ils l'ont comparé
avec la même population, les Tsimshian, si je me rappelle, je pense que c'est ça, Tsimshan, ils ont comparé leur génome avant l'arrivée des Européens et après l'arrivée des Européens, et ils ont vu que certaines mutations dans le système HLA de cette population des Premières Nations a drastiquement changé après l'arrivée des Européens, ce qui montrerait que l'arrivée des Européens a amené probablement, chose qu'on soupçonnait déjà, des nouveaux pathogènes, et ça induit une adaptation des populations des Premières Nations. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à votre question d'ailleurs. Oui, je me doute qu'il n'y a pas encore forcément grand-chose parce que l'échelle de temps est très petite, là, mais j'étais curieuse de voir s'il y avait déjà quelques éléments. Oui, et par exemple, il y a des études au Cuba qui montrent que ça c'est ce qu'appelle, en jargon, on appelle une déviation dans l'ancêtre. C'est intraduisable, mais en gros, c'est vous regardez dans la population, on va dire que la population cubaine est à 20% d'origine africaine. Okay? J'approxime maintenant. Et le reste d'origine européenne. C'est catastrophique au Cuba parce qu'il reste très très peu dans leur génome d'origine des natives. Ce qui montre la catastrophe que ça a été l'arrivée des Européens quand même, parce que ça veut dire qu'ils ont disparu. La composante génétique des natifs américains. Bon. Donc imaginez que c'est 20% de leur génome environ est d'origine africaine, mais une région en particulier dans leur génome va être à 80% africaine. Ça montre qu'être d'origine africaine pour cette région et cette fonction a été avantageux. Et ça a été montré, donc toute cette longue histoire pour vous répondre, que malgré le peu de temps, 300, 400 ans maximum, l'origine africaine dans un gène en particulier a été bénéfique pour les Cubains pour mieux résister aux infections de dengue, que c'est un virus qu'il y en a beaucoup. Ouais. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Quintana Murci. Merci à vous tous d'être venus.